Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Merci d'être avec nous sur Cozy. Pour l'édition du jour, le projet de loi programme pour Mayotte enfin révélé. Le SDIS Mayotte avec cet entretien avec Abdul Kamardine, social, violence avec ce jeune de Dzaoudzi qui voit sa mère rappelée à l'ordre avant de terminer sur la fibre optique. Mais tout d'abord à la une de ce journal politique avec le projet de loi Mayotte qui est enfin révélé. Le projet de loi Mayotte comporte un ensemble de mesures couvrant divers domaines clés pour le développement et la structuration du territoire. Voici donc un résumé des principales mesures prévues en termes d'immigration et d'insécurité, la création d'une base navale pour renforcer le contrôle des frontières et prévenir les arrivées clandestines, et puis le durcissement des conditions d'accès au titre de séjour et du regroupement familial. En matière de convergence sociale et de développement économique, on peut retenir la mise en place d'une retraite complémentaire, l'instauration d'une zone franche globale pour renforcer la compétitivité des entreprises qui va de pair avec la répression accrue du travail illégal. Concernant les infrastructures et la reconstruction, le projet prévoit la rénovation des infrastructures scolaires détruites, la construction de nouveaux équipements éducatifs avec la participation de l'armée à divers chantiers avec 350 à 400 renforts pour limiter les coûts, et la transformation du port de Mayotte en grand port maritime pour devenir un hub régional sous l'égide de l'État. Concernant la réforme institutionnelle, le conseil départemental sera transformé en une assemblée unique gardant l'appellation département-région de Mayotte pour préserver l'héritage des anciens, sans oublier la coopération régionale avec la Tanzanie et le Kenya, la reforestation intensive dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi, le recensement exhaustif de la population dans les 6 mois suivant l'adoption de cette même loi, et un arbitrage en 2026 pour la localisation de la piste longue, à savoir si elle se fait en petite terre ou en grande terre. Alors évidemment, nous ne pouvons être exhaustifs dans cette édition, mais le projet de loi a beaucoup circulé dans les réseaux, chacun pourra s'en faire une idée. Et comme on dit chez nous, Jishtema, nous poursuivons en politique avec l'entretien d'Abdul Kamardine à découvrir dans le France Mayotte Matin de ce jour. Sous la houlette d'Abdul Kamardine, le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, s'engage dans une transformation ambitieuse. Parmi les chantiers, la rénovation des casernes avec de nouvelles infrastructures comme celle de Kahani, avec comme objectif d'arriver, je cite, à un véritable maillage du territoire en ajoutant 4 centres d'intervention aux 7 existants qui doivent être remis en état ou remplacés. Fin de citation. À terme, le vice-président du conseil départemental Abdul Kamardine, qui préside le SDIS, souhaite réduire le temps d'intervention des sapeurs-pompiers de 45 minutes aujourd'hui pour arriver à 15 minutes comme en métropole. Le défi majeur reste financier avec un budget limité à 28 millions d'euros, loin des 50 millions nécessaires. Le SDIS appelle à un renforcement des ressources. Avec la crise de l'eau, la structure souhaite mettre en œuvre des projets d'équipement pour utiliser l'eau de mer, témoignant de l'innovation du service. La formation et la montée en grade des pompiers sont également des priorités pour combler les lacunes structurelles. Malgré ces défis, le président Abdul Kamardine se félicite de l'engouement pour la profession et il appelle à une mobilisation collective. Sociale, la grève se durcit dans le BTP. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions, les salariés de Colas et de sa filiale ETPC sont en grève. Pour rappel, les grévistes réclament une prime Chido de 3 000 €. Ils souhaitent une revalorisation salariale comprise entre 9% et 11%. Ils souhaitent également que la prime de transport soit alignée sur celle de TPC qui est de 400 € au lieu de 300 actuellement. Une tentative de médiation n'a pas abouti, les négociations sont au point mort, tandis que des barrages ont vu le jour, notamment du côté de TPC. La grève s'est donc durcie et la CGT semble déterminée à aller jusqu'au bout, affirmant que, je cite, « On attend notre direction pour savoir ce qu'elle va faire. Ils nous ont dit qu'ils veulent discuter, mais à condition que l'on enlève notre barrage. On n'enlèvera pas le barrage, soit c'est avec le barrage, soit ce n'est pas de discussion. » Fin de citation. La mobilisation se poursuit donc et risque de marquer encore l'actualité la semaine prochaine, à moins d'un retournement des choses ce vendredi, jour du Seigneur,
comme disent certains, ou durant le week-end, et là on tomberait sur le dimanche, encore un jour du Seigneur pour les chrétiens. Violence avec cette mère qui a vu son titre de séjour dégradé à cause de violences perpétrées par son enfant. Mercredi matin s'est déroulée une réunion un peu nouvelle, mais qui n'est pas la première du genre et qui en appelle beaucoup d'autres. Autour de la table, le directeur de cabinet du préfet Aurélien Diouf, le maire de Dzaoudzi-l'Abattoir Mikida Choumadi, une mère de famille ainsi que son fils, un jeune voyou mineur de la commune qui est bien connu pour des faits répétés de dégradation de biens publics et de troubles à l'ordre public. Selon les explications du maire de Dzaoudzi-l'Abattoir, je cite, on ne peut pas continuer à fonctionner de la même manière, à réparer toujours les mêmes biens publics dégradés par les mêmes personnes que tout le monde connaît et qui insultent également. Il fallait réellement que ça cesse. Fin de citation. Le titre de séjour de 10 ans de la mère a été dégradé en un titre de séjour de 1 an, perdant ainsi tous les avantages que confère le titre de séjour de 10 ans. Elle dispose d'1 an pour remettre son fils au pas et il lui a été signifié que si le fils en question est encore pris dans des dégradations, la mère perd son titre de séjour et pourra être expulsée car en situation irrégulière. Un message de fermeté qui, espérons-le, sera entendu. Je vous propose de clôturer cette édition sur le lancement des travaux du déploiement de la fibre optique à Mayotte. Ce jeudi 20 mars 2025 a eu lieu l'inauguration de la première armoire de rue de fibre optique symbolisant le lancement officiel des travaux pour déployer la fibre optique à Mayotte. Zami Mohamadi, 5e vice-président du conseil départemental chargé des finances, des affaires européennes et du numérique, a expliqué que, je cite, « C'est une vraie satisfaction pour nous parce que l'arrivée du très haut débit va être un véritable accélérateur de croissance à Mayotte. » Fin de citation. En chiffres, ce lancement des travaux d'installation de la fibre optique à Mayotte, c'est à terme 200 de ces points de mutualisation qui permettront aux opérateurs de se raccorder, 5 ans de travaux pour l'installer, 3000 km de câbles, 60 000 foyers à raccorder, 300 emplois directs, 1500 emplois indirects pour un montant global de 183 millions d'euros, dont 55 millions financés par l'État et 10 millions par le FEDER. Voilà quelques chiffres à retenir pour votre bien-être. Emmanuel André, directeur général de THD Group Réunicable qui a obtenu le marché et qui appartient au géant réunionnais Océinde, a expliqué que, je cite, « Les premières offres arriveront en mars 2026. » Fin de citation. Bonjour et merci de votre fidélité. Pour le premier temps de parole ce matin, on reçoit Régis Macéo avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous ce matin. Vous vouliez parler de la situation plutôt compliquée dans laquelle est la Copémaille aujourd'hui. Alors déjà pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas la Copémaille, c'est quoi la Copémaille ? La Copémaille, c'est la première identité de regroupement des pêcheurs sur Mayotte. Ça a plus de 42 ans. Et elle est située place en face du 5-5. Je sais plus. Elle est là. Voilà. Voilà, en face. Et c'est l'établissement privilégié de la filière pêche. C'est-à-dire, c'est l'identité de la filière pêche à Mayotte. Donc ça veut dire que les pêcheurs qui partent en mer reviennent et viennent déposer leurs poissons là pour être vendus par la poissonnerie qu'on voit là. Voilà. Également et dans des bonnes conditions, puisqu'elle a un agrément européen, cette coopérative, et puis également toute une fourniture de glace. Ils sont aussi, je dirais, une coopérative, et forcément c'est l'avitaillement des marins pêcheurs, donc ils font tout l'avitaillement en termes d'hameçons, de moteurs de bateaux. En fait, voilà, je dirais, c'est notre grande église, quoi. C'est ça, c'est indispensable. Même moi qui suis une société privée, Captain à l'Andorre, je peux dire, je travaille avec la Copémaille. On peut, n'importe quel armateur de société de pêche ici à Mayotte travaille avec la Copémaille. Moi-même, donc, gérant de cette société de pêche, je travaille avec la Copémaille, je peux leur livrer des produits, ils me livrent aussi des produits, je peux aller chercher de la glace, ils peuvent venir chercher de la glace, on est en filière. Et donc, aujourd'hui, si j'attache de l'importance à les défendre, je dirais, la casquette Copémaille, c'est parce que je suis aussi le président du syndicat maritime des pêcheurs et de Mayotte, professionnel. Et donc, il en va de l'intérêt de notre filière de conserver l'identité coopérative. C'est la notion coopérative à la Copémaille qui est intéressante pour la filière pêche. Ce n'est pas que de vendre le poisson, c'est l'identification à une coopérative pour une filière. Alors,
Et c'est quoi son problème à la Copémaille aujourd'hui? Parce que quand on vous écoute comme ça, on a l'air de se dire, bon, tout va bien, les professionnels coopèrent, travaillent, partagent les difficultés, il y a un syndicat derrière, ça semble bien fonctionner. Alors, c'est quoi le problème? La problématique, c'est que, est-ce que c'est une malveillance, une mauvaise connaissance ou quoi que ce soit des formules? C'est que la Copémaille, elle est à l'intérieur d'un bâtiment, d'un mur, qui a maintenant 42 ans, voilà, cette grande maison, à l'intérieur d'un mur qui, elle, est un AOT. Et cet AOT, comme tout AOT ou comme tout loyer, location, vous avez donc une date butoir à échéance et puis vous devez le renouveler. Donc en fait, le propriétaire du bâtiment, c'est l'État qui avait concédé à la Copémaille le droit de l'utiliser pour X années. La Copémaille, au fur et à mesure des années, a développé son activité. Enfin bon, voilà. Ouais, en 42 ans quand même. Donc, moi, je pense même qu'au bout de 42 ans, on devrait le droit coutumier devrait s'appliquer. Oui, alors ça, après, c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais il reste propriétaire. Et là, l'AOT est arrivé à terme. Il n'a pas été renouvelé. Il n'a pas été renouvelé, mais je pense qu'il n'a pas été renouvelé par méconnaissance, parce que personne ne s'est douté qu'il y avait cette date. Pensez peut-être que c'était, un renouvellement par tacite reconduction. Oui, bien sûr. Et puis donc, ça a continué comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, l'État donc rappelle à la Copémaille, attendez, monsieur, c'est pas renouvelé, donc c'est plus à vous. Alors bon, on fait quoi? On va faire un appel à projet sur le bâtiment. Monsieur, vous ne pouvez pas faire un appel à projet en laissant des gens à l'intérieur de votre bâtiment, en laissant l'infrastructure interne, parce que externe, c'est la vôtre, mais interne, c'est la nôtre, et en tout cas, ça appartient à des adhérents. Donc, il y a un moment où je dirais, c'est une méthode, on va dire poutinière, de reprendre en fait un bien qui avait été concédé il y a 42 ans, effectivement avec des dates de renouvellement, mais aujourd'hui avec une activité, avec des salariés, avec, je dirais, pour les pêcheurs, une infrastructure qui est encore cohérente. Un outil de travail en fait. Oui. Je peux dire qu'il y a, il y a 2 jours, 3 jours, les pêcheurs sont venus livrer 1,2 tonne de poissons auprès de la poissonnerie de la Copémaille. Ils se ravitaillent tous les jours en glace auprès de la Copémaille. Il y a un stock de moteurs de plus de 70 000 € stocké à la Copémaille pour pouvoir subvenir encore à des besoins rapides de ces marins-pêcheurs. Donc, il arrive un moment où je trouve que c'est très peu cavalier de la part de l'État de dire écoutez, on va faire un appel à projet, plutôt que de dire écoutez, regardons ensemble, faisons un RAS, quel sera vos nouveaux projets, comment on peut avancer, puisque vous existez toujours, les adhérents, réunir. Déjà, il y a un conseil d'administration des adhérents qui doit se dérouler le 25 ou le 26. Les adhérents de la Copémaille, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment on doit faire. Mais Régis Massé aussi, il y a un appel à projet qui est lancé. Pourquoi vous avez peur? Il va vous être attribué, puisque vous occupez déjà le bâtiment et comme vous l'avez dit, l'infrastructure interne est à vous. C'est juste peut-être un mécanique juridique. Voilà, non, alors... C'est pas de la peur, c'est aujourd'hui quand on fait un appel à projet, quel que soit, aujourd'hui ou même c'était hier, quand on fait un appel à projet, on ouvre les portes. Quand on ouvre les portes, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des gourmands. Ah oui, bien sûr. Mais ces gourmands ne sont pas forcément des gourmands locaux. Aujourd'hui, on voit bien que dans notre zone économique exclusive de Mayotte, nous avons des gourmands, notamment ils appellent Tony Sonneur. Bien sûr. Donc il arrive un moment où vous avez des lobbying d'armement type Tony Sonneur, type armement, je dirais des Mascareignes, type des armements réunionnais, type des armements, donc peut-être même certains armements malgaches, puisqu'il y a des beaux armements à Madagascar français, notamment je parlerai du groupe comme Réfrigé Pêche et compagnie, qui peuvent venir s'afficher. Mais quand ils s'affichent, ces armements, on l'a bien vu pour les tonniers, ils ne s'affichent pas dans une notion coopérative. Ils s'affichent dans une notion business, c'est-à-dire on va pêcher dans votre zone économique, on va exporter nos produits, parce que les Tony Sonneur oui, c'est pas pour vendre dans les restaurants ou à la petite dame dans la poissonnerie là. C'est sûr. C'est pas le chantier. Non. Donc aujourd'hui d'ouvrir en fait, je dirais le débat auprès de sociétés qui viendront pêcher en amont, parce qu'il faut bien savoir que les Tony Sonneur pêchent dans la zone, je dirais la zone économique, mais
européenne. Parce que nous sommes la zone européenne au-delà de notre zone territoriale qui est à 24 000 nautiques. Mais ces armements de l'extérieur, eux, viendront pêcher entre la zone, je dirais, la zone territoriale et dans la zone territoriale, je veux dire, jusqu'à la zone européenne avant l'international. Et puis après international, puisque c'est des navires, parce que c'est des discussions. On sait aujourd'hui que la préfecture a reçu un armement de l'île de la Réunion. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, moi-même, en tant que, gérant de l'armement Captain, les personnes m'ont téléphoné, ils sont venus dans mon bureau, ils m'ont expliqué qu'ils avaient des velléités sur Mayotte. Ils sont allés dans les ministères pour avoir un petit peu, je dirais, un aura un peu plus haut. Et ça vous inquiète? Bien sûr, ils ont contacté M. Pierre Bobet, ancien directeur de cette infrastructure. Mais oui, ça m'inquiète, parce qu'après, quand on a répondu, bien sûr que la COPEMA va répondre à l'appel à projet, bien sûr que nous-mêmes, et puis l'Académa, qui avait déjà présenté un dossier avec la COPEMA, bien sûr qu'on va essayer de se retrouver tous les trois pour essayer de tenir une coopérative. Ce qui m'importe, c'est la notion coopérative. Ce serait que la notion vendre du poisson, je n'ai qu'à parler de ma société. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc non, moi, c'est la notion coopérative, parce que je sais qu'avec des armements extérieurs, le monsieur de Petite Terre, il ne trouvera pas de la même façon un moteur, une ligne, un hameçon ou quoi que ce soit. Je me permets je suis un peu provocante et c'est pas forcément l'idée de ce que moi je pense, mais ce que peut penser certaines personnes. Enfin, la filière pêche, elle est en difficulté depuis des lustres. Ils n'arrivent pas à renouveler leurs bateaux. Ils n'arrivent pas à avoir non plus des professionnels avec des papiers. Enfin, il y a des problèmes tout le temps. Alors, est-ce que finalement, faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est pas régler tous ces problèmes-là? C'est très violent à ma question, et c'est pas du tout le reflet de ce que je pense. Non, mais en plus, vous avez raison de me poser la question, parce que c'est pas du tout non plus que les gens de l'extérieur qui vont venir s'approprier les produits, ni nous donner des leçons de pêche, parce qu'à Mayotte, on sait quand même pêcher des poissons, donc qui vont changer la filière pêche. Alors moi, dans la filière pêche, ce que j'ai envie de dire, ce que je regrette le plus, c'est depuis 2014, et notamment, vous avez dû voir passer les documents sur les licences tonnières, par exemple, ne serait-ce que ça. Alors, si vous dites 2014, je peux faire le calcul rapidement, même avec vous dans la tête, depuis le 2014-2024, ça fait 10 ans. Une dizaine d'années, c'est vite, là ça va. Jusque-là, on est à peu près bon. On est à peu près bon. Et quand on regarde ça, on se dit, voilà, il y a eu 2 500 000 euros versés de licences. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, 2014, on est européen. Oui, d'accord. Donc après 2014, c'est à partir de 2014 qu'on est en train de dire que la filière est en train de se structurer, et puis elle tarde à structurer. Non, ça fait que 10 ans. Oui, mais en 10 ans, il s'est passé quoi? En Guadeloupe, en Martinique, mais justement, on va en venir. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ça fait plus de 50 ans. Bon. Et c'est pas pour autant qu'ils vendent pas leurs poissons sur la plage. En Guyane, ils n'ont pas changé le problème depuis 50 ans qu'ils sont européens. Ils ont toujours leurs bateaux et des Surinamiens et Brésiliens qui pilotent leurs bateaux. Même si chez nous, on dit c'est des Comoriens. Donc il arrive un moment où ils n'ont rien changé en 50 ans et nous, on nous demande d'avoir tout changé en 10 ans. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on a utilisé 1,3 million, je crois, pour des infrastructures de sanctions. Non pas des infrastructures d'accompagnement. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde, et vous avez vu la lettre du sénateur, et que je remercie encore notre sénateur, Omar Wali, qui a réussi à avoir ces chiffres-là. Et les pêcheurs le remercient. À travers mon syndicat, j'ai même un courrier à lui adresser de remerciement. Mais ce que je veux dire, c'est que on aurait pu servir, par exemple, aujourd'hui, on dit aux affaires maritimes, il manque du personnel. Bon. Quand on regarde comment avoir les fonds européens aux affaires maritimes, ou les minimi, comme vous le parlez, renouveler la flotte, manque du personnel pour monter les dossiers. OK. Alors maintenant, quand vous prenez le personnel, j'ai entendu parler tout à l'heure, mais si on prend du personnel, une personne, c'est 2000 balles par mois. Vous êtes d'accord? Au bas mot. C'est quoi? C'est 25 000 par an? Oui, ça fait un peu plus avec les charges et tout ça. Même si vous rajoutez 25% de charges, on arrivera à du 25, 27, allez, admettons du 30 000. 30 000 par an. On fait le calcul sur 10 ans.
ça fait que 300 000 balles sur 1,5 million, sur 2,5 millions. Alors plutôt que d'avoir des personnes qui seront là pour essayer d'accompagner la filière pêche, même quitte à mettre cette personne à la CAPAM. La CAPAM est dépouillée de ses agents pêche, parce qu'il y avait avant 2 chefs techniciennes, c'était Nissia Monjoint et Adeline, et après il y a eu... comment il s'appelle, Nailati. Aujourd'hui, il n'y a plus que Mohamed. Donc il arrive un moment où on a dépouillé en fait toutes les infrastructures, CAPAM, service de l'économie européenne de la pêche à la DMSOI. La DMSOI, on l'envoie à la DEAL, parce que c'est de ALM maintenant. Donc notre administrateur, il est parti en courant. Monsieur Garcia, il est plus près maintenant, il est plus près du poêle, donc il doit chauffer, puisqu'il est à côté de Monsieur Valls. Donc il arrive un moment où, après on va dire, mais la filière, oui, mais la filière, mais toutes les identités qui accompagnent la filière n'accompagnent pas la filière. Et pourtant, il y a de l'argent, puisqu'il reste 1,2 million. Donc il arrive un moment où moi je dis, au lieu d'avoir fait acheter 2 bateaux pour sanctionner, poursuivre les pêcheurs, les contrôler 3 fois par jour, faire un ponton pour mettre ces bateaux, M. Goron qui a fait ce ponton là-bas à côté du STM, puis dépenser de l'argent dans ce terme-là de sanctions, non d'accompagnement, il ne faut pas s'étonner de voir la filière pêche aujourd'hui dans l'état qu'elle est. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde.